Il y a des phases dans la vie où l'on a l'impression de gravir une montagne enveloppée de brouillard. Personne à vos côtés, personne pour vous encourager, personne pour vous regarder. Vous continuez à marcher, à essayer, à honorer la promesse que vous vous êtes faite. Pourtant, le monde extérieur semble étrangement silencieux. Personne ne vous dit « Je suis fier de toi ». Personne ne voit les batailles silencieuses que vous avez menées. Et parfois, vous vous demandez « Est-ce que cela en vaut la peine si personne n'en est témoin ?» Mais c'est précisément dans cette solitude qu'une autre forme de force commence à se former, une force qui n'a pas besoin d'éloges ou de validation. Carl Jung a dit un jour que chaque renaissance commence par une dissolution. Quand il ne reste plus personne sur qui s'appuyer, ce n'est pas la fin. C'est un signe que votre âme se prépare à entrer dans une nouvelle phase où vous devenez votre propre source de pouvoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir ce voyage, les 7 étapes pour vous élever, même lorsque personne n'est à vos côtés. C'est au moment où vous cessez d'attendre que quelqu'un vous relève que vous découvrez une vérité profonde. Tout ce que vous avez toujours cherché dans le monde extérieur, la force, l'amour, la paix, a toujours été en vous, attendant d'être éveillé. Et lorsque cela se produit, vous ne vous contentez pas de vous élever, vous commencez à marcher avec votre propre lumière. Numéro 1. La solitude, l'enseignant silencieux de la force. Il y a des moments dans la vie où le monde semble s'éloigner. Les conversations familières ne vous excitent plus. Les personnes qui marchaient autrefois à vos côtés commencent à sembler distantes. Tout en surface reste identique. Votre travail, vos relations. Pourtant, à l'intérieur, vous savez que quelque chose change. Personne ne vous dit que c'est le début de la croissance, car la plupart des gens ont peur de cette étape. Mais pour Carl Jung, c'est le premier signe du voyage en mer nocturne, la nuit obscure de l'âme. Lorsque vous ne raisonnez plus avec l'ancien monde, et pour entrer dans le nouveau, vous devez traverser votre ombre la plus profonde, la solitude. La solitude dont parlait Jung n'est pas celle d'être physiquement seul dans une pièce vide. C'est le sentiment d'être déconnecté de tout ce qui vous faisait autrefois sentir que vous apparteniez à quelque chose. Vous souriez encore, vous parlez encore, mais au fond de vous, vous savez que ce qui se passe autour de vous ne touche plus votre âme. Le monde semble parler une langue que vous ne comprenez plus et vous vous retrouvez seul avec vous-même. Beaucoup pensent qu'atteindre ce point signifie un échec. Mais en vérité, c'est le moment où votre âme commence à se séparer de la persona, le masque qui vous aidait autrefois à vous intégrer. Le sentiment que personne ne me comprend n'est pas un signe que vous avez perdu votre chemin. C'est la preuve que vous vous rapprochez de votre vrai moi. Jung croyait qu'une personne ne mûrit véritablement que lorsqu'elle ose se confronter à elle-même dans la solitude. Pas quand quelqu'un écoute, mais quand tous les sons extérieurs se taisent et que vous êtes forcé d'entendre votre voix intérieure. À ce stade, beaucoup perdent leur direction et fuient dans le travail, les relations, les distractions qui les aident à oublier le vide. Mais plus ils l'évitent, plus ce vide grandit. La solitude ne vient pas pour vous punir. Elle vient pour vous approfondir, pour vous aider à reconstruire vos fondations de l'intérieur. J'ai connu une femme qui, après son divorce, est tombée dans un état de désorientation. Elle avait toujours été entourée d'amis et de rires, mais quand tout s'est effondré, son appartement était devenu effrayamment silencieux. Au lieu de combler ce vide avec des rendez-vous ou du travail, elle a appris à s'asseoir dans le silence. D'abord, juste quelques minutes, puis progressivement pendant des heures. Elle cuisinait pour elle-même, lisait, écrivait dans son journal et affrontait les questions qu'elle avait toujours évitées. Des mois plus tard, elle a dit « J'ai réalisé que le silence n'est plus mon ennemi. C'est là que j'entends enfin qui je suis. » C'était ce que Jung appelait la rencontre avec le soi, le moment où vous cessez de fuir et commencez à rentrer chez vous. Quand il n'y a personne sur qui compter, cette pression vous force à développer de la discipline et une stabilité intérieure. Comme un grimpeur sans corde de sécurité, chaque pas devient un choix conscient.
Chaque action devient une promesse envers vous-même. Et chaque promesse tenue devient une brique qui construit votre force. La solitude ne vient pas pour vous affaiblir. Elle vient pour vous rendre inébranlable. C'est la salle de sport de l'âme où votre essence est forgée en acier. En regardant en arrière, vous verrez que ces mois silencieux étaient ceux où vous étiez le plus fort. L'image d'un chêne en hiver me rappelle toujours cela. Quand tous les autres arbres perdent leurs feuilles, le chêne reste seul dans le vent froid. Pas de fleurs, pas de couleurs. Mais pendant cet hiver, ses racines s'enfoncent plus profondément, se préparant pour le printemps. Les humains sont pareils. Chaque saison de solitude est l'hiver de l'âme. Mais si vous êtes assez patient pour rester, vous verrez que le printemps vous attend derrière. Jung a dit un jour, « Dans tout chaos, il y a un cosmos. Dans tout désordre, un ordre secret. » Si vous vous trouvez dans l'obscurité de la solitude, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous quittez l'ancien chemin pour en ouvrir un nouveau. Car pour que l'âme renaisse, elle doit d'abord se dissoudre. Et ce n'est que lorsque le monde est silencieux que vous pouvez entendre la voix intérieure murmurer « Il est temps de s'élever ». Rappelez-vous, personne ne viendra vous relever. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car à cet instant précis, la véritable force naît. Personne ne peut vous donner de la résilience, mais la solitude vous apprendra à la forger. Chaque fois que vous traversez une longue nuit, vous ne faites pas que surmonter la peur. Vous réécrivez votre histoire. Numéro 2, cessez de chercher du réconfort émotionnel auprès des autres. À un moment donné, après avoir appris à tenir debout dans la solitude, vous réalisez quelque chose de profond. Ce qui nous épuise, ce n'est pas la solitude. C'est d'attendre que quelqu'un d'autre la comble. Carl Jung a dit un jour « La solitude ne vient pas de n'avoir personne autour de soi, mais de ne pas pouvoir communiquer ce qui compte le plus. » Quand vous comptez sur les autres pour vous sentir bien, chaque silence, chaque retrait, chaque réponse non satisfaite ressemble à un effondrement. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance émotionnelle, que Jung considérait comme la marque d'un ego non intégré. Après l'étape du guerrier solitaire, la leçon suivante est d'apprendre à vous apaiser vous-même. Quand vous cessez de chercher la réassurance et l'approbation de l'extérieur, c'est là que le soi commence à prendre le relais. J'ai rencontré une femme dans une session de thérapie de groupe. Elle a confessé qu'elle paniquait presque chaque fois que son petit ami ne répondait pas à ses messages. Elle vérifiait son téléphone des dizaines de fois, imaginant le pire. « Je sais que c'est irrationnel », a-t-elle dit, « mais quand il est silencieux, j'ai l'impression de ne pas exister. » Après des mois de thérapie, elle a découvert que la peur ne venait pas de lui. Elle venait de son enfance. Chaque fois qu'elle était triste, ses parents disaient « Ne sois pas dramatique » ou s'éloignaient. Son inconscient avait appris « Tes sentiments n'ont pas d'importance ». Et depuis, elle cherchait quelqu'un pour prouver le contraire. Jung appelait cela le piège de la projection émotionnelle. Quand nous utilisons les autres comme des miroirs pour déterminer notre valeur, quand ils répondent, nous nous sentons précieux. Quand ils se retirent, nous perdons notre direction. Mais la vérité était que personne ne peut être votre sauveur pour toujours. Plus vous dépendez des autres pour votre stabilité, plus vous perdez la capacité de vous réguler vous-même. L'auto-apaisement ne signifie pas froideur ou déconnexion. Cela signifie devenir celui qui écoute vos propres émotions. Quand la tristesse surgit, au lieu de courir chercher quelqu'un pour l'apaiser, vous restez, posez votre main sur votre cœur et murmurez « Je suis toujours là ». Cet acte simple est le début de l'indépendance émotionnelle, une étape clé de l'individuation où vous cessez de vous fondre dans le collectif pour devenir un soi autonome. Une personne qui sait se réconforter n'a pas besoin de réponses comme constantes pour se sentir précieuse. Elle n'a pas besoin de réponses instantanées ou de compliments pour continuer. Elle peut s'asseoir tranquillement dans un café, savourer son café seule, se sentant complète à cet instant. Ce n'est pas de la froideur. C'est la forme la plus élevée de liberté. La liberté de ne pas avoir besoin d'être validé.
Jung a dit que toutes les formes de dépendance sont l'ombre de l'amour. Nous appelons cela de l'attachement, mais c'est en réalité la peur de l'abandon. L'ego immature aspire à ce que quelqu'un confirme sa valeur. Mais quand vous regardez profondément cette peur, vous réalisez que ce n'est pas du vide. C'est une invitation. Une invitation à devenir le parent que vous avez autrefois eu besoin, mais que vous n'avez jamais eu. Et alors, vous comprenez que ce que vous pensiez avoir besoin de quelqu'un d'autre pour survivre, vous l'aviez en vous depuis toujours. En psychologie moderne, cela s'appelle l'indépendance émotionnelle. Ce n'est pas rejeter l'amour ou la connexion, c'est refuser de remettre le contrôle de vos émotions à quelqu'un d'autre. Vous aimez encore, vous vous connectez encore, mais vous ne vous perdez pas lorsque les relations changent. Quand quelqu'un part, vous pleurez, mais vous ne vous effondrez pas. Quand quelqu'un se tait, vous écoutez, mais vous ne perdez pas votre valeur. Une personne avec une indépendance émotionnelle n'a pas besoin d'un sauveur. Elle peut se relever, essuyer ses propres larmes et continuer à marcher. Et c'est seulement depuis cet endroit que vous pouvez aimer véritablement, non par besoin, mais par choix. Peut-être que c'est ce que Jung voulait dire quand il a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Parce que lorsque vous cessez de chercher du réconfort auprès des autres, vous commencez à voir votre propre pouvoir. Un pouvoir qui ne dépend pas, n'emprunte pas et ne peut pas être enlevé. À partir du moment où vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre vous rende heureux, vous commencez à grandir. Et si vous êtes à ce stade où personne ne comprend, personne ne réconforte, personne ne vous relève, souvenez-vous que c'est normal. L'absence de quelqu'un ne signifie pas que vous êtes seul. Cela signifie simplement qu'il est temps de tenir debout sur vos propres pieds. Murmurez doucement à vous-même. Je n'ai besoin de personne pour me sauver. J'ai juste besoin de ne pas m'abandonner moi-même. C'est la deuxième étape et le tournant pour vous élever même lorsque personne n'est là. Et si vous êtes à ce stade maintenant, apprenant à tenir debout seul sans que personne ne vous comprenne ou ne vous réconforte, voyez cela comme un signe que votre âme mûrit. Faites-moi savoir que vous êtes toujours là en laissant un mot dans les commentaires. Toujours. Comme un signal que même lorsque personne ne se tient à vos côtés, vous choisissez toujours de vous tenir avec vous-même. Numéro 3. Cessez de se plaindre. Le langage de l'ego victime. Après avoir appris à tenir fort dans la solitude et à vous apaiser, un autre défi subtil mais exigeant se présente. Cessez de se plaindre. Se plaindre est la manière dont l'ego vous maintient ancré dans votre zone de confort, l'endroit où vous pouvez vous voir comme une victime. Cela vous convainc que vous avez une raison de ne pas changer. Mais l'ironie est la suivante. Chaque fois que vous vous plaignez, vous renforcez la croyance que vous êtes impuissant, envoyant inconsciemment le message « Je n'ai pas de force ». Carl Jung appelait cela l'ombre de l'auto-apitoiement. Quand vous êtes piégé dans cette obscurité, vous cessez d'agir et commencez à répéter la même question. Pourquoi moi? Comme si l'univers était injuste, comme si le monde vous devait une explication. Mais la vraie question n'est pas « Pourquoi moi ?» c'est « Que puis-je faire avec ça ?» Au moment où vous changez cette question, l'énergie emprisonnée dans la plainte commence à se mouvoir à nouveau. Jung a dit un jour « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Chaque fois que vous vous plaignez, votre inconscient prend les rênes, vous transformant en victime des circonstances. Mais lorsque vous regardez sous l'émotion qui alimente votre plainte, vous sortez de l'ombre et devenez celui qui dirige à nouveau la conscience. Se plaindre est une habitude astucieuse de l'esprit. Cela vous donne l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, vous restez immobile. Chaque plainte est une forme d'action retardée. Quand vous êtes occupé à blâmer les circonstances, vous perdez l'énergie pour les transformer. Les autres peuvent vous blesser, mais vous seul pouvez décider si cette blessure devient une chaîne ou une leçon. Pensez à une pierre au fond d'une rivière. Le courant est fort. Il frotte, il heurte, il emporte la pierre.
Mais avec le temps, ce même courant qui semblait destructeur polit la pierre jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et lumineuse. La vie est pareille. Elle ne s'arrête pas parce que vous vous plaignez. Elle continue à couler, à tester, à vous façonner. Mais si vous endurez le courant au lieu de le maudire, vous deviendrez plus fort, plus clair, plus beau qu'avant. Se plaindre nourrit l'ego victime, cette partie de vous qui veut toujours que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité de votre douleur. Cet ego aime se sentir plein, car tant que vous êtes une victime, vous êtes exempté de responsabilité. Mais c'est aussi le moyen le plus sûr de rester bloqué. En revanche, chaque fois que vous cessez de vous plaindre et que vous agissez, même de manière infime, vous récupérez l'énergie perdue dans votre inconscient. Vous vous élevez non pas parce que quelqu'un vous pousse, mais parce que vous choisissez de ne plus rester dans l'obscurité. Les plaintes commencent souvent par de petites phrases. « Je suis tellement fatigué. » Personne ne me comprend. « J'essaie si fort, mais personne ne le remarque. » Ces phrases semblent inoffensives, mais elles nourrissent discrètement un ego qui croit que le bonheur dépend des autres. Les personnes véritablement fortes n'ont pas besoin que le monde les réconforte. Elles peuvent regarder leur douleur en face, l'accepter et se demander « Maintenant, que puis-je faire ?» Un spectateur m'a raconté qu'après avoir été trahi par ses amis, il a passé 6 mois consumé par l'amertume. Je racontais à quiconque voulait m'écouter à quel point ils étaient horribles, a-t-il dit. Mais il a réalisé qu'il racontait la même histoire pendant 6 mois. Cette nuit-là, il a écrit dans son journal « S'il n'y avait personne pour entendre mes plaintes, est-ce que je continuerais à raconter cette histoire ?» La réponse était non. Le lendemain, il a commencé à écrire sur ce qu'il voulait apprendre, changer, créer. « Ce n'est pas leur départ qui m'a blessé, a-t-il dit. C'est que j'ai tenu à cette histoire trop longtemps. Cesser de se plaindre ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie ne plus vivre dedans. Vous pouvez toujours ressentir de la tristesse, de la déception, du chagrin. Mais au lieu de répéter la blessure, vous utilisez cette énergie pour construire quelque chose de nouveau. Chaque action, même minime, est une déclaration à l'univers. Je ne suis plus victime de cela. Carl Jung a dit un jour « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et ce choix de cesser de se plaindre et de commencer à agir est la porte vers un nouveau niveau de force. Chaque fois que vous cessez de dire « Pourquoi moi ?» et commencez à demander « Que puis-je faire avec ça ?» Vous faites un pas de plus en avant, car en fin de compte, c'est ainsi que vous vous élevez, même lorsque personne n'est là. Pas à travers la pitié, mais à travers la force silencieuse de prendre la responsabilité de votre propre devenir. Et alors, vous réaliserez que vous n'étiez jamais vraiment seul. Vous étiez juste trop occupé à vous plaindre pour entendre votre âme appeler. Numéro 4. Devenez votre propre source de validation. Après avoir cessé de vous plaindre et commencé à agir, un test plus profond apparaît. Le silence de ne pas être vu. Vous vous levez. Vous travaillez dur. Vous donnez le meilleur de vous-même. Pourtant, personne ne vous félicite. Personne ne vous reconnaît. Personne ne semble le remarquer. C'est le point où la plupart des gens abandonnent, pas parce qu'ils craignent les difficultés, mais parce qu'ils craignent l'invisibilité. Mais c'est précisément à ce moment de non-reconnaissance que l'univers teste si vous pouvez continuer sans les projecteurs. Carl Jung a dit un jour « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Parce que lorsque vous vous validez véritablement, vous ne vous cachez plus derrière les opinions des autres. Vous n'avez pas besoin de compliments. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous n'avez pas besoin de témoins de votre valeur, car vous êtes devenu votre propre témoin. Je pense à Cassandre dans la mythologie grecque, la femme dotée par Apollon du pouvoir de prophétie, mais maudite pour que personne ne la croie. Elle voyait la vérité, voyait les désastres avant qu'ils n'arrivent. Mais tout le monde se détournait, la traitant de folle. Pourtant, même dans l'isolement, Cassandre ne s'est pas tue. Elle a continué à parler, restant fidèle à ce qu'elle voyait, même lorsque personne n'écoutait. À un niveau plus profond, son histoire est une métaphore pour chaque âme forte,
celles qui continuent à honorer leur vérité dans le silence, même lorsque le monde refuse de les voir. Parfois, être cru n'est pas aussi important que de rester fidèle à soi-même. De même, dans la vie moderne, beaucoup donnent tout ce qu'ils ont pour être accueillis par le silence. J'ai parlé avec une femme qui, après des années de dévouement, était souvent la dernière à quitter son bureau le soir. Pourtant, quand les récompenses arrivaient, son patron félicitait quelqu'un d'autre. « Je me sentais invisible », a-t-elle dit. Un jour, elle a décidé d'arrêter de travailler pour être vue et de commencer à travailler pour se voir elle-même. Chaque fois qu'elle terminait un projet, elle notait ce qu'elle avait bien fait, se récompensait avec un après-midi calme, un café, un livre. J'ai réalisé que la validation externe dure quelques minutes, mais la reconnaissance de soi dure des jours. C'est le passage de l'ego dépendant au soi, le centre mature de la conscience. En psychologie jungienne, ceux qui vivent à partir du soi agissent, non pas pour les éloges, mais parce que c'est une expression de qui ils sont. Ils n'ont pas besoin d'un public pour connaître leur valeur, car leur valeur ne vient pas des applaudissements, elle vient de la fréquence de la vérité intérieure. La validation externe, en fin de compte, n'est qu'un reflet. Ceux qui n'ont pas vu leur propre lumière la chercheront toujours dans les yeux des autres. Mais ceux qui l'ont vue en eux la portent partout où ils vont. Ils n'ont plus besoin que les autres croient en eux, car leur croyance est devenue leur fondation. Jung a dit un jour « Connaître votre propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer les ténèbres des autres. » Quand vous osez regarder à l'intérieur pour voir à la fois vos faiblesses et vos forces, vous n'avez plus besoin que le monde prouve quoi que ce soit. Vous n'êtes plus contrôlé par la peur de ne pas être assez. Parce que maintenant, vous êtes assez, simplement parce que vous le savez. La validation de soi n'est pas de l'arrogance. C'est la forme la plus profonde de respect de soi. C'est savoir que vous êtes encore en chemin, encore imparfait. Pourtant, vous vous tenez avec les deux mains, lumière et ombre ensemble. Ceux qui peuvent se valider eux-mêmes ne nient pas leurs défauts. Ils les voient comme des preuves de devenir. Les erreurs ne réduisent pas leur valeur. Elles rendent leur chemin plus réel. Pensez à la façon dont l'acier est forgé. Le métal ne durcit que lorsqu'il est exposé au feu. Il en va de même pour l'âme. Le silence, la négligence et le manque de reconnaissance sont les flammes qui renforcent votre noyau. Quand personne d'autre ne vous valide, vous êtes forcé de regarder à l'intérieur. Et dans ce regard, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensiez. Et quand vous embrassez vraiment cela, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à briller de l'intérieur. Les autres peuvent ne rien dire, mais ils ressentent votre présence stable, calme, ancrée. Pas parce que vous essayez de briller, mais parce que vous n'avez plus besoin de prouver. Rappelez-vous, tous les applaudissements s'estompent. Tous les regards finissent par se détourner. Mais votre propre regard, s'il est chaleureux et honnête, devient une flamme qui ne meurt jamais. Et c'est le secret de ceux qui s'élèvent, même lorsque personne ne se tient à leur côté. Si vous ressentez le pouvoir de la validation de soi, de ne plus chercher les yeux du monde, mais de vous voir clairement, mettez un like sur cette vidéo. Ce sera votre signal à l'univers. Je suis prêt à être ma propre source de lumière. Numéro 5. Se relever rapidement. Transformer l'échec en feu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après être devenu plus fort et plus calme, la vie vous fait encore tomber? Surtout quand personne n'est là pour vous relever. L'échec, dans son sens le plus vrai, n'est pas une question de perte ou de défaite. C'est le moment où vous trébuchez sur le chemin auquel vous croyiez le plus. Les fois où vous pensiez avoir conquis votre ego, seulement pour qu'un petit événement ou un mot vous ébranle à nouveau. Vous vous sentez faible, honteux, et dans cette solitude, vous êtes tenté de redevenir la version plaisante que les autres aimaient autrefois, juste pour être à nouveau accepté. Mais comme Jung l'a enseigné, ces chutes ne viennent pas pour vous détruire. Elles viennent pour révéler les parties de vous qui restent non guéries, celles qui attendent encore d'être intégrées et aimées. Chaque fois que vous tombez, l'ombre réapparaît. Ce n'est pas une punition, c'est une illumination.
Elle met en lumière votre arrogance cachée, votre peur de la critique, votre soif d'approbation. Et au moment où vous vous relevez à nouveau, sans applaudissements ni soutien, votre soi s'élargit. Dans une lettre à Freud, Jung a écrit « Les erreurs sont, après tout, les fondations de la vérité. L'échec ne vous affaiblit pas, il vous rend réel, car ce n'est que lorsque personne ne vous rattrape que vous apprenez à marcher avec votre propre force. » J'ai connu une femme qui dirigeait une petite entreprise. Après des années d'efforts, elle a été trahie par son cofondateur et a presque tout perdu. Pendant des mois, elle a vécu dans la culpabilité et la peur. Mais un jour, son thérapeute lui a demandé « Et si ce n'était pas une fin mais une leçon, que vous enseigne-t-elle » Elle est restée silencieuse, puis a dit « Peut-être que je n'ai jamais vraiment écouté mon intuition. » À partir de ce moment, elle a commencé à écrire dans son journal tous les jours, non pas pour se plaindre, mais pour noter ce qu'elle apprenait de la douleur. 1 an plus tard, elle a rouvert son entreprise, plus petite mais plus stable. « Je n'ai plus peur de tomber, » a-t-elle dit, « parce que chaque chute me rend plus honnête avec moi-même. » C'est ainsi que l'échec devient du feu. Vous ne pouvez pas grandir dans la sécurité, car la sécurité endort l'inconscient. Mais quand vous touchez le fond, chaque couche de prétention brûle et votre âme se tient nue. D'un point de vue neuroscientifique, lorsque vous échouez, le cerveau active le cortex singulaire antérieur, la zone qui traite l'écart entre l'attente et la réalité. Si vous réagissez avec peur ou autoblâme, votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress qui vous paralyse. Mais lorsque vous agissez, même un petit pas, votre cortex préfrontal s'active, libérant de la dopamine, le produit chimique du progrès et de l'espoir. En d'autres termes, le regret vous paralyse, mais l'action vous guérit. Pensez au phénix, l'oiseau mythique qui se régénère en se brûlant. Chaque fois qu'il vieillit, il plonge dans les flammes pour se débarrasser de ses cendres, puis renaît, plus lumineux et plus libre. Les humains sont pareils. Si vous osez vous relever de vos propres cendres, vous verrez que ce qui a brûlé n'était pas vous. C'était juste l'enveloppe qui avait rempli son but. Jung a dit un jour « Il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur ». Quand nous faisons face à l'échec sans jugement, les blessures cessent d'être des ennemis et deviennent des enseignants. Dans la douleur, la conscience naît. Et ce n'est qu'en touchant nos blessures que nous pouvons véritablement toucher notre humanité. Dans chaque échec, vous avez 2 choix, le laisser vous définir ou le laisser vous affiner. Quand vous dites « je suis un échec », vous vous emprisonnez dans le passé. Mais quand vous dites « j'apprends quelque chose », vous ouvrez une porte vers l'avenir. Le fond n'est jamais la fin. C'est le sol dont vous vous repoussez. Les âmes fortes ne naissent pas du confort, elles sont forgées dans l'effondrement. Tout comme le métal devient une épée seulement après avoir enduré la chaleur, les humains trouvent leur véritable force lorsqu'ils affrontent l'échec et refusent de reculer. Rappelez-vous, tomber ne vous rend pas faible. Restez à terre, oui. Quand vous secouez les cendres, affrontez votre erreur et faites un pas de plus. Même petit, vous réécrivez votre histoire. Un jour, vous verrez que chaque échec avait un but sacré. Il n'est pas venu pour vous briser. Il est venu pour révéler une version plus vraie, plus lumineuse, plus stable de vous-même. Alors, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous relève. Relevez-vous rapidement, fermement, avec un cœur encore chaud. À cet instant, vous ne surmontez pas seulement l'échec. Vous devenez la flamme que rien ne peut éteindre. Numéro 6. Agir sans dépendre de l'inspiration, la volonté sur l'émotion. Après avoir appris à vous relever de vos chutes, une leçon plus profonde vous attend. Agir même lorsque vous ne vous sentez pas prêt. Car si la solitude a forgé votre force, la discipline vous fera briller. Jung a écrit que la volonté est l'énergie capable de réorganiser toute la psyché. Ce n'est pas seulement la force d'agir, mais le pouvoir de transcender les émotions passagères au service d'un sens durable. Quand vous agissez uniquement à partir de l'inspiration, votre ego règne encore, cette partie de vous qui cherche toujours le confort.
Mais quand vous agissez au-delà du sentiment, vous n'avez plus besoin de motivation car vous vous êtes soumis à un ordre supérieur, l'ordre du soi, où l'action découle du but, pas de l'humeur. L'inspiration est un cadeau, mais la discipline est le fondement. Il y aura des jours où vous ne ressentirez ni motivation, ni espoir, ni sens. Mais si, ces jours-là, vous vous asseyez encore, continuez même d'un petit pas, vous entraînez votre plus grande puissance, la volonté sur l'émotion. Jung a dit que la plupart des gens perdent leur force vitale en attendant l'inspiration au lieu de cultiver la volonté. Si vous n'agissez que lorsque vous êtes excité, votre vie sera pleine de débuts, mais vide de maîtrise. Car l'inspiration est comme le vent. Elle va et vient, mais la volonté est une direction. Elle maintient le navire en mouvement même lorsque le vent s'éteint. Je pense à la psychologue Angela Duckworth, qui a développé le concept de grit, l'endurance de la passion et de la persévérance. Enfant, elle n'était pas l'élève la plus intelligente. Mais au lieu de croire qu'elle n'était pas assez, elle a choisi de croire qu'elle pouvait persister plus longtemps. Des années d'études l'ont amenée à découvrir que les réussites extraordinaires ne viennent pas des plus talentueux, mais de ceux qui agissent lorsque l'enthousiasme s'estompe, surtout quand personne n'applaudit. Jung a dit un jour « La liberté de la volonté est la capacité de faire avec joie ce que je dois faire. La liberté n'est pas de faire ce que vous aimez, c'est de faire avec joie ce qui est nécessaire. Quand vous vous élevez au-dessus de vos émotions, vous cessez d'être leur victime et devenez leur guide. » Une amie à moi, une mère célibataire travaillant à 2 emplois, m'a dit qu'elle se réveillait tous les jours à 5 heures du matin pour cuisiner, travailler, survivre. Il y a eu un moment où elle était complètement épuisée. « J'ai perdu toute passion », a-t-elle dit. Mais un jour, lorsque son fils lui a demandé « Maman, qu'est-il arrivé à ton rêve ?» Quelque chose en elle a changé. Cette nuit-là, elle a décidé de recommencer. Pas pour l'inspiration, mais pour la responsabilité envers elle-même. Elle a commencé petit, se réveillant 15 minutes plus tôt pour lire, écrivant 3 objectifs quotidiens, économisant chaque dollar pour son rêve de boulangerie. Certains jours, elle était épuisée, mais elle continuait. « J'ai arrêté d'attendre la motivation », a-t-elle dit. « J'avais juste besoin de volonté, car mon fils doit voir que sa mère n'abandonne pas. » 1 an plus tard, elle a ouvert une petite boulangerie. Personne n'a aidé, personne n'a encouragé, mais elle a continué à marcher. Elle a appris que la volonté n'est pas un sentiment. C'est une décision de continuer, même lorsque votre cœur est lourd. Cette histoire nous rappelle que l'inspiration ne crée pas la volonté. La volonté crée l'inspiration. Quand vous commencez, vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous devez juste être honnête avec votre premier pas. L'inspiration suivra comme une récompense pour la persévérance. Les personnes à forte volonté ne sont pas sans émotion. Elles ne laissent simplement pas leurs émotions les contrôler. Elles ressentent encore la peur, le doute, la fatigue, mais elles agissent pour quelque chose de plus grand, des valeurs, des engagements, l'intégrité. Chaque fois qu'elles font ce qui est juste au lieu de ce qui est facile, elles renforcent le pont entre la conscience et l'âme, entre le petit ego et le soi mature. Un jour, vous réaliserez que vos progrès les plus marquants n'ont pas eu lieu dans des moments d'excitation, mais dans des moments de résistance, surtout lorsque vous étiez seul, sans rappel ni encouragement. Ce sont ces moments qui vous façonnent, non pas parce qu'ils sont faciles, mais parce que vous refusez de laisser l'humeur ou la solitude dicter votre direction. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez sans inspiration, invisible, sans soutien, rappelez-vous, vous n'avez besoin de rien de tout cela pour avancer. Vous avez juste besoin d'une petite décision pour commencer. Pas parfaitement, pas de manière dramatique. Simplement commencez. Et ensuite, la constance vous mènera plus loin que quiconque n'a jamais essayé de vous aider, jusqu'à l'autre rive de vous-même. Si vous avez déjà dû continuer seul, sans motivation, sans soutien, guidé uniquement par la volonté,
partagez votre histoire dans les commentaires, car peut-être que votre histoire sera la petite flamme qui empêchera quelqu'un d'autre d'abandonner aujourd'hui. Numéro 7. Vous n'avez besoin de personne pour vous comprendre. Tout ce que vous cherchez est en vous. Il arrive un moment, après tous les efforts silencieux, où vous réalisez que vous avez tout fait correctement. Continuez à marcher, restez discipliné, fidèle au chemin. Pourtant, le monde extérieur reste silencieux. Personne ne sait, personne ne comprend, personne ne dit merci. Et dans ce silence, un vide subtil surgit. Est-ce que tous ces efforts ont même un sens? C'est la dernière leçon. Quand il ne reste plus personne sur qui s'appuyer, vous devez trouver votre propre lumière. Quand vous aspirez à être compris, vous demandez encore aux autres de valider votre existence. Mais personne ne peut vraiment vous comprendre, car vous seul savez à quel point votre voyage intérieur a été profond. Carl Jung a écrit un jour « Vos visions deviendront claires uniquement lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Toutes les réponses que vous cherchez sont déjà dans votre inconscient. Il vous suffit d'assez de silence pour les entendre. » Après des années à vivre pour être compris, vous réalisez que tout le monde n'a pas la capacité de vous voir à votre profondeur. Parfois, ils ne voient qu'un que les parties qui les mettent à l'aise. Et ce n'est pas leur faute. Dans un monde où chacun cherche à se trouver, peu peuvent véritablement voir une autre âme. Quand vous cessez d'attendre la compréhension de l'extérieur, vous commencez le retour vers l'intérieur, où toutes vos contradictions commencent à s'harmoniser. Peur et courage, douleur et guérison, obscurité et lumière. Là, vous n'avez plus besoin que quiconque confirme que vous êtes assez. Vous avez juste besoin de savoir que vous êtes fidèle à votre âme, et cela suffit. Quand cela se produit, vous cessez de chercher des sauveurs, car vous êtes devenu le vôtre. J'ai entendu l'histoire d'une jeune peintre qui, après des années à peindre pour suivre les tendances et vendre, est tombée dans l'épuisement créatif. Un jour, elle a quitté la ville, loué une petite maison au bord d'un lac et coupé toute communication pendant 1 mois. Elle a peint à nouveau, non pas pour montrer, non pas pour vendre, mais pour écouter ce que son âme voulait dire. Quand elle est revenue, son art avait changé. Brut, vivant, plein d'âme. Une galerie à Berlin a vu son nouveau travail par hasard et l'a invitée à exposer. Elle a dit « Quand j'ai arrêté d'essayer d'être vue, les gens ont commencé à vraiment me voir. » C'est le paradoxe que Jung a décrit. Quand vous cessez de chercher à l'extérieur, vous devenez un centre de gravité intérieure. Car l'énergie créative, l'amour et la sagesse ne viennent pas d'être compris. Ils viennent de vous accepter vous-même, même les parties que personne d'autre ne comprend. Comme un phare dans la mer nocturne, il ne crie pas pour être vu ni ne bouge pour chercher l'attention. Il se tient simplement, brillant, et en faisant cela, guide ceux qui sont perdus. Les humains sont pareils. Quand vous vous tenez dans votre propre lumière sans avoir besoin de reconnaissance, votre présence elle-même devient un guide pour les autres. Carl Jung a dit un jour « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. » Quand vous cessez de demander au monde « Qui suis-je » et commencez à vous demander « De quoi ai-je vraiment besoin ?» le voile de l'inconscient commence à se lever. Le psychothérapeute Carl Rogers a dit « Le curieux paradoxe est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Personne ne vous comprendra jamais pleinement, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être aimé. Car le véritable amour ne nécessite pas une compréhension totale, seulement une acceptation totale. Et lorsque vous apprenez à vous accepter dans toute votre complexité, votre profondeur et vos contradictions, vous rayonnez une énergie qui fait que les autres se sentent en sécurité près de vous. Étrangement, au moment où vous cessez de chercher quelqu'un pour vous comprendre, vous commencez à être compris, non pas à travers les mots, mais à travers votre présence. Ceux qui appartiennent vraiment à votre vie le ressentiront sans explication. Si la vie vous a déjà épuisé par le besoin d'être compris, reposez-vous. Asseyez-vous dans le silence. Posez votre main sur votre cœur et écoutez.
Cette voix intérieure, faible mais stable, connaît le chemin. Elle sait où aller, quoi lâcher et comment recommencer. Et alors, vous réaliserez que personne n'a besoin de vous compléter, car vous n'étiez jamais incomplet. Tout ce que vous avez toujours cherché, l'amour, la paix, la compréhension, ne sont que différentes facettes d'une seule chose. Rentrez chez soi. C'est ainsi que vous vous élevez, même lorsque personne n'est à vos côtés. Pas à travers le bruit de la preuve, mais à travers le calme de l'éveil. Une personne qui peut s'élever quand personne n'est là, n'est pas quelqu'un qui ne ressent pas de douleur, mais quelqu'un qui transforme la solitude en enseignant, le silence en carburant, et chaque chute en fondation de force. Ils ne vivent pas pour être vus, mais pour être honnêtes avec leur âme. Quand le monde se tait, ils écoutent à l'intérieur. Quand personne ne croit, ils gardent ou la foi en eux-mêmes. Et de cet endroit qui semblait autrefois vide, une autre forme de pouvoir naît. Un pouvoir qui n'a besoin d'aucune preuve. Car, en fin de compte, ce voyage n'est pas à propos de devenir incassable. Il s'agit de devenir authentique avec vos peurs, votre volonté et votre propre lumière. Quand vous cessez d'attendre d'être sauvé, vous réalisez que vous n'étiez jamais faible. Vous n'aviez simplement pas encore vu à quel point vous êtes vraiment fort. Si cette vidéo a éveillé quelque chose dans votre cœur, partagez-la. Car peut-être que quelqu'un là dehors a besoin de ce rappel aussi, qu'ils sont assez forts pour se lever et continuer à croire en eux-mêmes. Et n'oubliez pas de vous abonner, car ce voyage ne fait que commencer. Le voyage de devenir vous-même, stable, clair et libre, même lorsque personne ne se tient à vos côtés.